Taxi Presse. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi matin sur la radio Taxi FM Lomé, ensemble avec mes confrères en studio. Nous analyserons et commenterons les grands sujets de l'actualité. Souffrez qu'on place encore un mot, si vous voulez, sur cette France multiraciale, cette France métissée qui fait briller une troisième étoile. C'est vrai que le débat se pose beaucoup plus en dehors des frontières françaises depuis lors, comme toutes les fois d'ailleurs que les tricolores touchent le Graal. On va y revenir juste un moment. Politique, avec la coalition des 14 partis politiques, que se passe-t-il au sein de la C14 pour ou contre les meetings de sensibilisation cette semaine? Beaucoup de journaux reviennent sur le PNP et la NC qui sont à couteau tiré sur les stratégies avant le sommet de la CEDEAO. Nous reviendrons un moment sur ce sujet-là aussi. Nous commençons avec la revue de presse très rapidement. Le quotidien Togo matin revient sur le mondial 2018. La France frappe le maillot bleu d'une seconde étoile, écrit notre confrère. Inimaginable, s'exclame le journal. Au terme d'un match au scénario complètement fou, les Bleus ont décroché le second titre de champion du monde de l'histoire de l'équipe de France, donc en battant hier la Croatie 4 buts à 2. On reviendra un moment sur ce sujet. L'éditorial du journal Achadam Ozevala, vive Achadam, s'exclame notre confrère. Le journal qui fait donc allusion à la raillerie des lutteurs Ozevala. C'était jeudi dernier à Pia, Achadam Zewa, parlant de Tikpi Achadam, le président du PNP la semaine dernière. Donc, on reviendra légèrement sur le sujet. Construction du marché de Bafilo, un homme de terrain, Fort Nyasingbe, s'acquiert de l'évolution des travaux. Et puis le gouvernement togolais en aide aux réfugiés ghanéens suite des conflits interethniques. Vous lirez l'article dans le journal Togo Matin. Encore un mot sur le sport avec Prince Lorenzo qui conserve ses titres face à Koubaz Dogan. Nous sommes là dans le champion du monde des poids lourds. C'est la boxe. Vous lirez l'article dans le journal Togo Matin. Le quotidien Liberté qui parle des arcanes du pouvoir, curieux mouvements bancaires et transfert de propriété de barons. Le confrère évoque le sujet. Vous lirez l'article à la page 3 pour une meilleure compréhension. Le scandale Achadam Dewa, bon pour certains c'est Zewa, d'autres Dewa, à Pia, je ne comprends pas trop. La France, ou sinon la présidence légitime, l'intrusion de la politique au cœur des événements culturels, analyse le journal. Le confrère qui parle également du rapport conjoint Banque mondiale Nations Unies, inégalité, exclusion et injustice, les ferments des conflits violents. Vous lirez l'article dans le journal avec la France qui est champion du monde et l'équipementier Puma qui lui offre un lot de chaussures au centre de foot Liberté. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Il y a le billet hebdomadaire, le Libéral. Le Libéral, dans son éditorial, parle de la France, la victorieuse France multiraciale, écrit Fabrice Pecchesi ce matin. Le journal qui parle également du leadership au sein de la C14 qui est à rude épreuve. Le PNP et la NCA couteau tiré sur les stratégies avant le sommet de la CEDEAO. Vous lirez l'article dans le journal Tanyamboul, dans le Dangpen, voilà. Le MIFA dans sa phase opérationnelle. Et puis vous lirez également un article sur la prison de Fort Nyasingbe à Bafilo ce week-end, de nombreux chantiers visités. Et Miss Togo 2018, mademoiselle Kotoupe Dina Yawa, qui est sacrée Miss Super Régional Cara. C'était le week-end dernier, donc vous lirez tout ça dans le billet hebdomadaire, le Libéral. L'autre billet hebdomadaire dans lequel ce matin, c'est le correcteur. Surexploitation, conditions inhumaines de travail, licenciement abusif de la société Premier Bête. Bienvenue dans l'enfer de 500 Togolais à Lomé. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur. Entretien exclusif du secrétaire national du Parti socialiste pour le renouveau, professeur Oulu Komi. Le risque d'un divorce entre la CEDEAO,
des premiers des présidents et la CEDEAO des peuples réels, a déclaré le professeur Olukomi. Le risque d'un divorce entre la CEDEAO des présidents et la CEDEAO des peuples est réel. Vous lirez l'article dans le journal. Manifestation de la coalition de l'opposition dans le Septentrion. Des menaces de Boukbessi qui cachent mal ses réelles intentions, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de la gestion scabreuse des agents enquêteurs agricoles vers une campagne bâclée et des risques de retrait des partenaires, écrit notre confrère. Il y a aussi un autre sujet lié donc aux faits et gestes. Impossible confiance au chef de l'État. Faure Gnassingbé rattrapé par ses doux mensonges. À quoi fait allusion donc le journal Le Collecteur? Vous lirez l'article donc dans le journal, dans les kiosques ce matin. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Nouvelle Opinion qui parle de la méfiance et de la mésentente au sein de la coalition des 14 partis de l'opposition. Vision multiforme des leaders sur les manifs du 13 au 29 juillet. Vous lirez l'article dans le journal. Leur photo à la une du journal donc. Achadam Zewa, inutile polémique pour dévier les Togolais de l'essentiel, analyse notre confrère. Le journal qui parle également de la convention tripartite avec le FMI et l'Union européenne du Togo qui signe pour une assistance technique en gestion des finances publiques. Et puis la Coupe du Monde 2018, la France décroche sa 2e étoile, écrit le journal Nouvelle Opinion. Je pense que voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Outre Nouvelle Opinion, vous avez Le Collecteur, il y a Le Libéral, vous avez le quotidien, il y a d'abord Le Libéral, il y a Le Collecteur, voilà, le quotidien Liberté et le quotidien Togo Matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères Elom Tisogo, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Vous allez bien? Oui, ça va. Parfait, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Michel Tchadia. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis auditeurs et auditrices. Vous êtes le patron du journal Ouara Les Vainqueurs. On sera rejoint en studio par Abbas Issaka, le patron du journal Le Magnan Libéré. Gérard ne sera pas là ce jour. Alors, on va commencer avec la Coupe du Monde. C'était le terminus, on va dire, hier, et le sacre de la France. Cette France multiraciale, largement commentée sous les tropiques, on peut le dire aussi. La France, l'équipe de France, sans les Français, ou l'équipe de France beaucoup plus métissée avec les Africains. Quand on les a comptés, c'est vrai, on a trouvé 12 de nos frères africains, mais ce sont des Français qui ont joué, c'est bien ça, Hello. Oui, c'est vrai. D'abord, félicitations à cette équipe de la France. Félicitations à Didier Deschamps, qui est l'artisan principal de cette victoire de la France. 20 ans après son sacre en 98, cette fois-ci en tant que capitaine, cette fois-ci, il est sacré champion du monde en tant que sélectionneur de cette équipe de France. Félicitations à Didier Deschamps. Et bon, moi, pour la petite histoire, je ne supportais pas la France, je supportais plutôt la Croatie contre la France. Mais on a très vite constaté que le match s'est emballé dès les premières minutes avec ce but contre son camp du joueur croate, ce qui a fait que Mandzukic, qui a fait que le match a pris une autre tournure, mais on croyait que la Croatie allait revenir dans le match jusqu'à ce qu'au finish, la France ait tiré son épingle du jeu en venant à bout de cette équipe croate sur le score de 4-2. Donc, on constate que depuis hier, il y a des plateaux spéciaux un peu partout, en France et dans le monde par rapport à cette victoire de l'équipe de France. Et même si elle n'était pas donnée favorite de la compétition, il faut le dire, parce qu'il y avait quand même des équipes qui étaient plus à l'aise que la France, enfin sur papier, et dont l'Allemagne, l'Argentine, le Portugal, champion d'Europe, et la France venait bien après. Mais c'est elle qui crée la surprise en remportant ce mondial. Donc félicitations à toute l'équipe de Didier Deschamps. Maintenant, sur la nationalité des joueurs, ça a toujours été le problème. Chaque fois que la France
occupe la première place ou accepte de prendre le Graal, c'est toujours le débat. Oui, c'est toujours le débat. On va pas refaire le débat ici avec tous ces internationaux, tous ces Africains qui fondent l'équipe de France. Je pense que c'est aussi ça, la France, bleu, blanc, rouge, Oui. mais beaucoup plus l'Afrique. En 98, vous avez vu tous ces joueurs-là qui ont quand même remporté ce trophée, les Christophe Dugarry, vous avez des Africains, Durand, Christian Carambeu et tout Carambeu. ça, c'était pas les Français, mais bon, Desailly. Desailly, tout ça. Ben, aujourd'hui, la France a une autre génération de joueurs, plus ou moins internationaux, mais qui sont plus africains que français. Et Matuidi, Corentin Tolisso, Paul Pogba, et Kylian Mbappé, Kanté. Umtiti et Kanté. tout ça. Donc ça fait au moins 90% de l'équipe de France qui se repose sur les Africains. Mais bon, de toutes les façons, aujourd'hui, on va pas refaire le débat. Bien sûr. La France est championne du monde. Je pense quand même que c'est tout à l'honneur de cette équipe et de son président Emmanuel Macron, qu'on a Oui, vu hier en train d'exploser de joie Oui, par rapport à cette ce qui est victoire. normal, le confrère, le libéral, l'écrit dans son éditorial ce matin. Oui, c'est la France multiraciale, la France métissée qui, comme en 98, permet au peuple français d'exulter. L'Hexagone tire bien bénéfice de sa politique d'immigration et d'ouverture, on peut le dire, Michel. Non, C'est pas évident. Hein. c'est peut-être c'est un peu flatteur parce que quand la France se dit pays multiracial, Oui. oui, mais lorsqu'on observe de très très près, on est en droit de se poser beaucoup de questions. Hier, moi, je ne suis pas quelqu'un qui supportait la France, mais félicitations quand même. J'étais pour la Croatie, la France a triomphé, félicitations à elle. Mais quand j'observe de très près l'équipe de France, je me pose beaucoup de questions par rapport au traitement que la France réserve aux immigrants africains. Parce qu'il ne faut pas que la France nous donne l'impression qu'elle n'a besoin que des meilleurs, qu'elle n'a besoin que quand vous excellez, c'est en ce moment-là que, bon, vite fait, on vous colle l'étiquette de français. Et lorsqu'on doute de vous, lorsque on ne vous connaît pas, bon, on pense que vous êtes un bon à rien. Moi, je me pose beaucoup de questions parce que la France aujourd'hui, tous les pays africains qui jubilaient hier, moi, ça me faisait sourire parce que... Ah bon, pourquoi? Ouais, non, pourquoi? C'est la France qui a gagné. C'est pas l'Afrique. Tant bien que nous avons des frères dans leur équipe, mais ce n'est pas nous. Nous, on est mêlés ni de près ni de loin par ce qui se passe par rapport à l'équipe française. C'est les Français. Ils ont pris ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils pouvaient utiliser pour gagner, comme au XVIIe ou XVIIIe siècle, ils prenaient aussi les tirailleurs sénégalais pour s'en sortir sur le terrain militaire. Oui. Sinon, à part ça, rien. Parce que la France aujourd'hui, quand vous payez les pays africains, c'est elle qui durcit beaucoup les conditions. Vous revenez où vous dénoncez un petit peu la politique de Nicolas Sarkozy. Ah oui, alors, vis-à-vis choisie. Quand on crie que Gassama a fait exploit et on court derrière ce jeune homme pour le naturaliser, pour faire comme quoi, bon, tous ceux qui posent de bons actes en France ou bien ailleurs, bon, ils sont les bienvenus en France. Alors que ce n'est pas le cas. La majorité des Français et des Africains qui tentent leur... en tout cas entrer en France, sont refoulés. La Méditerranée est devenue depuis 5-10 ans un cimetière géant pour nos frères qui peut-être veulent chercher des conditions meilleures en Europe. Donc quand je vois ça et je vois des Africains qui disent la France a gagné, nous sommes français, la France et nous, il y a une longue histoire, oui, elle est là, mais dans cette histoire, il y a de la révolte aussi contre les Français. Nous devons, à un moment donné, ne pas oublier qu'il y a de la révolte par rapport au passé de la France, par rapport dans son traitement des relations qu'elle avait eues avec l'Afrique. Il y a de la révolte dedans. On ne peut qu'aujourd'hui se permettre de voir seulement ce qui est bien. Nous ne perdons pas de vue que nous sommes en sport. Nous sommes en sport. Ça n'a rien à voir. Mais tout est lié. La France qui choisit les meilleurs. Il se trouve que parmi ces meilleurs, il y a certains de nos frères
qui ne sont plus totalement attachés à nous, qui sont français, il faut le dire. Oui, ils sont français. Ils ont la peau noire, mais ce sont des Français. Oui, mais c'est des gens qu'on a, à un moment donné, comme on a vu qu'ils étaient excellents, on les a cooptés. Il y a d'autres Français, d'autres Africains qui sont là-bas, qui ne sont pas tellement différents de ceux-là qu'ils ont cooptés, mais qui ne sont pas encore, en tout cas, qui sont pratiquement des clandestins, qu'on cherche à mettre dans le premier avion pour retourner en Afrique. Maintenant, peut-être on va revenir sur les leçons de peut-être de ce mondial. Abbas qui nous a rejoint. Bonjour Abbas. Bonjour tous ceux qui sont branchés. Alors vous avez quand même un commentaire aussi à faire par rapport à cette France métissée qui a remporté le trophée hier. Ouais, la France. Visiblement, ça dérange certains de nos compatriotes aussi. Mais ça dérange beaucoup. Vous avez vu, est-ce que après la victoire de la France, vous avez vu l'ambiance qui était là à Lomé, même dans la capitale, c'était une ambiance morose, puisque les gens ne s'attendaient pas à ce que la France même remporte cette coupe-là. Quand vous prenez la composition de l'équipe de l'Obsèque, on s'est dit que la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Et ces intérêts-là sont là jusqu'au niveau du football. Et ça s'est ressenti. Sur les 23 joueurs sélectionnés, près de 18 sont des Africains de souche et on les a naturalisés. Ils sont devenus français. Ils sont 12 précisément. Non, 16 ou 18 sur les 23 sélectionnés. Bon, moi j'ai... Ce n'est pas les peaux noires seulement, hein, avec d'accord. les Maghrébins qui sont... Oui, bien sûr. Il y a Matuidi, Kipembe, Madanda, Nzonzi, Tolisso, Kanté, Dembélé, Sidibé, Mbappé, Mtiti. Il y a Fekir, il y a Mendy, il y a Rami, il y a Pogba. Voilà. Ce sont là. Il y en a. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est... Moi, je me pose la question de savoir quand est-ce que la France elle-même peut composer une équipe à majorité des Français eux-mêmes. Parce que en fait, ce n'est pas en France seul qu'il y a les Noirs. La Belgique en regorge. Vous avez vu la composition de l'équipe de la Belgique? Oui, bien sûr. La Belgique, elle n'a que deux ou trois Noirs dans son équipe. Donc, la majorité des joueurs sont des Belges. Ici, la France ne peut pas faire de même. Parce que, comme on le dit souvent, c'est qu'on est tous toujours là, comme des tirailleurs, qu'on utilise, et après, on vous relâche. Lorsque les Africains s'enjaillent par rapport à ça, les milliards que la France va empocher, est-ce que ça va revenir dans le pays? Non, personne n'a dit que la France qui gagne, ça nous apporte ici sur le continent de l'argent. Et alors, pourquoi on va s'enjailler parce que la France se gagne? Parce que c'est nos frères qui jouent. C'est un petit peu comme vous supportez. Je vous vois visiblement des supporters de Croatie. Si la Croatie gagnait hier, qu'est-ce que vous allez en tirer comme bénéfice? Non, c'est le sport. En fait, c'est le sport, mais le problème qui se pose, c'est la joie qui est là, voilà, qui nous donne beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que il faudrait repenser aussi ce football français pour qu'on sache que vraiment ce sont les Français, qui jouent et c'est les Français qui ont pris la coupe. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord que ce soit la France là qui prend la coupe parce que c'est la France-Afrique, la 6e équipe africaine qui a pris la coupe. La France-Afrique. Alors qu'au même moment, au niveau de la France, là-bas, il y a le Front National qui est contre les Noirs, la migration. Ça n'a pas empêché Marine Le Pen sur son compte Twitter de saluer quand même la belle victoire de la France. On verra sa réaction par après. Si, il a réagi déjà sur parce son compte que Twitter. Quand ça arrange, on prend. C'est quand ça n'arrange pas, qu'on dit que c'est des migrants, il faut les renvoyer quelque part, il faut les envoyer des choses. En une minute, chacun, des enseignements par rapport à cette Coupe du Monde qui s'est achevée hier et l'homme. Donc d'abord au niveau de l'arbitrage, moi je suis un tout petit peu déçu de l'arbitrage, même si cette année il y a eu l'arbitrage vidéo, oui, à VAR. Pour une première fois à VAR, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'après l'élimination des équipes africaines, cette assistance vidéo a quand même fonctionné de façon, je sais pas, désintéressée. Oui, bien sûr, c'est vrai que phase de poule, elle a fonctionné à merveille, en plein régime. En plein régime. Et après, en quart de finale, dans ce match Russie-Espagne, oui, avec la main de Piqué qui a été revue, et puis voilà. Ce pénalty-là. Et puis, c'est la finale qu'on a encore revue. Oui. Et donc, à chaque fois, elle a sauvé la France. Ça aussi, c'est un fait. Ça aussi, c'est un fait. Et puis, par rapport à l'arbitrage d'hier aussi, bon, il y a des commentaires qui se font de gauche à droite par rapport
à ce match-là. Et bon, comme enseignement, je pense quand même que c'est quand même une réussite à l'actif de la Russie de Poutine. Chapeau à ce président qui a quand même véritablement mis les moyens à disposition pour que la Russie puisse quand même tenir ce défi. La Russie a relevé le défi de cette organisation. Chapeau quand même à Vladimir Poutine. Et Michel, enseignement? Non, les enseignements, d'abord, la Russie a démontré qu'elle est un grand pays. Contrairement à ce que les médias occidentaux véhiculent sur ce pays, Poutine est... la compétition, bien sûr. Oui, Poutine a prouvé à la face du monde que la Russie est un grand pays qui est prêt à organiser les grands événements. Et sur le plan jeu même, c'est vrai, l'arbitrage à un moment donné, je ne pensais pas qu'à ce niveau, l'arbitrage pouvait vraiment être un peu aussi... parce que les arbitres qui fermaient les yeux sur des fautes, on sifflait des fautes qui n'existaient même pas. Tout ça là, malgré qui est... Là-bas. Oui, pour essayer d'aider choses. Bon, c'était un peu... J'étais un peu embarrassé parce que je me demandais à partir du moment où on a ce système technologique avancé, pourquoi on va encore vivre des situations comme ça. Et puis... au niveau des entraîneurs, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez essuyer des critiques, mais si ce que vous avez en tête, ce que vous avez comme plan est cohérent, les dictateurs vont plier très vite leur bec. C'est ce que Deschamps a fait avec cette victoire, parce qu'il est tellement critiqué, mais il a tenu jusqu'au bout. Au niveau de l'équipe française, c'est une équipe, depuis le début, moi je l'ai toujours dit, c'est une équipe qui n'a aucun jeu. Chez nous, quand on était encore au village, on disait on joue tchakas. Ça dit que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu chatoyant, ce n'est pas un football de champagne comme on le dit. Mais bon, ce qui compte, c'est la victoire. A remporté le trophée. Donc, elle est arrivée à ce niveau, elle n'a pas donné un jeu spectaculaire comme ça, mais comme à la chasse, on ne tient pas compte du nombre de massues que vous tenez, mais on veut que vous ramenez la biche à la maison. C'est ça. Donc, la France, elle s'en est sortie. Bravo à elle. L'équipe est dans l'avion qui l'amène donc en France. Vous comprendrez que jusqu'à mardi, mercredi, jeudi, il n'y a que ça sur les chaînes françaises. Oui, avant peut-être de clore définitivement ce dossier sport et le mondial 2018, vous avez peut-être un mot à ajouter par rapport donc, aux enseignements qu'il faudra tirer de cette compétition. Abbas Issaka. Oui, par rapport aux enseignements, j'ai dit que la VAR n'a pas été bien utilisée au cours de ce mondial. Ou ça n'a contribué à rien du tout? Ça n'a contribué quand même à anéantir même le football. J'espère que les prochaines fois, ils vont essayer de le modifier. Parce que ils ont dit la VAR est là pour seulement au niveau des points de penalty et autres pour vérifier les 4 zones qu'on vérifie. Le reste, là, on ne vérifie pas. Or, quand vous prenez la manière dont on vérifie, c'est tout comme les arbitres vont recevoir des consignes pour revenir dire il y a penalty ou il n'y a pas penalty. Le premier but français au mondial, c'était par rapport à cette VAR-là. Bien sûr. Et l'arbitre est allé, on dit bon, il n'a qu'à aller penalty. Quand on reprend, moi je revois le match Nigeria-Argentine. Oui. La faute commise par le défenseur argentin, alors que le joueur nigérien est à côté pour taper le ballon. Quand c'est la même chose qui s'est produite avec la faute commise par le français, j'ai dit le joueur croate, le défenseur croate sur Griezmann tout à l'heure, quand la balle aussi, il a eu ça de la tête et ça descendait. Pourquoi on n'a pas accordé la faute au Nigeria en ce temps et que l'Argentin aujourd'hui a trouvé mieux que c'est la VAR a trouvé mieux que c'est une faute et que c'est un penalty. Donc dans l'utilisation de cette VAR-là, j'ai trouvé que il y a eu 2 poids 2 mesures. Et qu'il fallait revoir cette situation. Parce donc le point noir, c'est l'arbitrage. Le point noir, c'est l'arbitrage au cours de ce mondial. Donc ce n'est pas normal qu'on puisse
permettre de dire qu'on veut innover en football, que cette innovation porte un malheur au football, surtout au football africain. Très bien. Parce qu'à la fin, on a compris que la VAR était utilisée pour virer les Africains de ce mondial. Ça, c'est votre analyse. C'est mon analyse. Et on a viré les Africains à partir de cette VAR. Parce qu'à la fin de l'élimination des Africains, la VAR n'a plus travaillé jusqu'en finale aujourd'hui. Donc ça a fonctionné sur un match en quart de finale. Une seule fois. Oui, en quart de Une finale. seule fois. Ou même en huitième de finale, hein, entre la Russie et, je pense, l'Espagne. Messieurs, merci beaucoup. Avant de parler politique, un autre sujet. Mais il y a 2 secondes. Allez-y. Je voulais dire tout simplement que aujourd'hui, le football mondial nous a montré que il ne suffit pas d'avoir des stars et penser que bon, le tour est joué. Aujourd'hui, la France a gagné à cause des individualités. Oui. Tout le monde est capable. Il n'y a pas une star une équipe soudée. Bon, on a constaté, je parle de nous en Afrique ici, où quand on a quelqu'un qui joue à Real ou bien, c'est pas dans quel, on pense que bon, c'est l'équipe ça, son nom égale l'équipe, ce n'est pas ça. Et il a fallu que des gens aient le courage d'écarter des gens comme les Benzema, les autres là, il a fallu que Hervé Renard écarte les gens comme les Drogba en Côte d'Ivoire pour en arriver. À un moment donné, il faut avoir le courage d'écarter certaines personnes parce que à un moment donné, vous pouvez être bien. À un autre moment, ça ne peut ne pas marcher. On ne peut pas toujours, parce que vous avez votre nom et continuer. Je parle de nous en Afrique ici, la manière dont les équipes nationales sont montées. Je pense que ça, c'est un handicap supplémentaire. Voilà. Des équipes africaines. Très bien. Mais écoutez, je pense que c'est une leçon aujourd'hui et on doit tirer le maximum de leçons de l'élimination des équipes africaines de ce mondial. On va aborder un autre sujet. Nous avons quand même évoqué le sujet vendredi sur notre antenne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques derrière, après l'émission. C'est par rapport à la télévision togolaise. Nous ne voulons pas refaire le débat, mais le sujet quand même nous a imposé d'une certaine façon quand même, puisque l'homme qui a produit le sujet est avec nous en studio. Michel aussi est là. La télévision togolaise est notre chaîne nationale. Et le sentiment général qui se dégage, quand vous avez des informations de cette boîte, le sentiment qui se dégage, c'est que cette chaîne semble être abandonnée par les pouvoirs publics. Et là, c'est bien ça? Aujourd'hui, je pense quand même qu'il va falloir que les uns et les autres puissent sérieusement réfléchir à cette télévision qui est une télévision nationale. Et nous, je ne vous cache pas... Peut-être avant que vous ne continuiez, c'est incompréhensible que dans notre pays, tout le monde préfère suivre les chaînes étrangères que la chaîne nationale. J'ai dit une fois sur ce plateau qu'il y a une crise, hein, même au niveau du secteur audiovisuel au Togo. Il y a combien de télévisions privées aujourd'hui au Togo? 4 ou 5? Oui, mais combien? C'est plus que ça. Quelle est la télévision privée qui a de la cote aujourd'hui? Il n'y en a plus. C'est-à-dire que vous prenez une télévision comme TV2, il y a certaines contrées même de la capitale où la télévision, deuxième, n'est pas captée. C'est-à-dire c'est un problème d'émission plus. Et à part TV2, il y a TLS, les deux télévisions qui appartiennent à la même personne. Mais à part ces deux, il y a la télévision Zion, etc. Mais TV7 aussi, qui a entre-temps des problèmes d'émission dans certaines zones, qui n'avaient pas couvert certaines zones. Mais à part ces chaînes, aujourd'hui, quelle est la télévision privée que les Togolais peuvent vous dire qu'ils suivent le plus? Il n'y en a pas. Et tout le monde est câblé Canal+ aujourd'hui, ce qui fait qu'au Togo, Canal+ a de la cote. Ah oui, parce qu'il y a une promotion terrible aussi au niveau de cette chaîne-là. Oui, quand vous avez le SMIC à 35 000 francs aujourd'hui, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous devez défalquer les frais de Canal+. Oui, 18 000. 18 000. Si vous êtes à Canal+ Foot, vous prenez 10 000, chaîne bouquet Canal+, et vous verse 25 000. Ça veut dire que vous facturez aussi Canal+, dans votre salaire des 35 000 de SMIC. Oui, c'est la réalité aujourd'hui. Les Togolais ne suivent plus, ou bien les Togolais n'ont pas le choix que de suivre Canal+. Et à côté de ça, ceux qui ont envie de suivre la télévision nationale et qui les suivent à déjà perdu, mais vous constatez que l'écart est énorme quand vous parcourez les chaînes Canal+. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes connecté Canal et que vous défilez les chaînes, vous tombez sur la TVT, vous avez des images, excusez-moi, qui sont très vilaines, qui ne sont pas agréables aux yeux. Et dans ça, nous-mêmes, je ne vous cache pas qu'au moment où nous mettions sous presse ce dossier, nous avions la chair de poule, parce qu'on ne pouvait pas comprendre d'une
dans une certaine mesure qu'il y ait des rapports signés par des chefs et où on relate tout ça. On avait la chair de poule, c'est-à-dire que une télévision qui télécharge illégalement des films, des séries, des documentaires, parce qu'elle n'a pas les moyens. Oui, mais c'est ça le vrai problème. Oui, c'est ça le vrai problème. Moi, je le cache pas. Si pas. la TVT, on l'avait dit ici avec les confrères ce vendredi, si la télévision togolaise a été obligée, de la période 2013 à 2018, oui, 5 ans, a fait que des téléchargements qui sont illicites, oui. C'est parce que la télévision togolaise n'a pas les moyens. Maintenant, pourquoi faire tourner la télévision 24 heures sur 24 si on ne peut pas assurer... Non, mais autant dire qu'on tourne 12 heures sur 12 que 24 heures sur 24. Faisons 5 heures. Nationale. Oui, mais on n'a pas les moyens. Vous nous dites que nous n'avons pas les moyens. Pourquoi tourner alors que nous n'avons pas les moyens? Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, essayez de faire la politique de vos moyens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tourner 24 heures sur 24. Aujourd'hui, Taxi FM émet. Oui. Si Taxi FM ne peut pas tourner 24 heures sur 24, elle fait 8 heures sur 8. Où est le problème? C'est-à-dire, vous faites le travail en fonction de la capacité que vous avez à faire ce travail-là. Mais la TVT aujourd'hui n'a pas les moyens de pouvoir gérer tout cela. Elle est sur satellite en plus. Et oui, elle est sur satellite avec des films qu'on diffuse illégalement. Mais c'est ça le scandale. C'est-à-dire que vous téléchargez des films illégalement et vous les diffusez sur des chaînes satellitaires. Mais quand même, on va vous poursuivre partout, dans le monde, partout. Vous allez constater aujourd'hui que la TVT est mise en demeure par des sociétés détentrices de droits. Bon, il y a des gens qui se plaignent aussi, qui disent que pourquoi nous n'avons pas d'inciter le nom de ces sociétés. Nous, on n'est pas là pour... On a mis les gens sur le chemin. Et oui, on peut facilement. Oui, on peut facilement. On connaît les noms, on connaît ces sociétés. Il y a Côte Ouest, par exemple, qui est à Abidjan. Oui, on connaît toutes ces sociétés, mais on va faire économie de ça. C'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est que la télévision n'a pas de moyens. La télévision aujourd'hui, au niveau de la TVT, il y a des choses qui se passent de façon anormale. On ne sait pas comment sont gérées les finances. Aujourd'hui, quand vous faites une activité, il y a des activités, la TVT ne couvre pas gratuitement. On vous dit que bon, c'est 100 000, 200 000, 300 000. Selon nous, nos informations, si vous voulez bien, parce que ici, sur le plateau, vendredi, nous avons dit que le budget de la RTI tourne autour de 12 à 13 milliards l'année. La CRTV, on parlait de 24 ou de 18 milliards l'année. Mais quand on a voulu comprendre le budget de la télévision togolaise, ce budget tourne autour de 400 millions. Alors, 400 millions aux côtés de 13 milliards, on voit qu'il n'y a pas photo, Michel. Et sinon, une autre information, c'est que les finances de la télévision, c'est-à-dire quand la TVT fait des publicités comme ça, l'argent va directement au trésor public. On les a collés l'auteur. Il y a quelqu'un de l'auteur là-bas. À la TVT? Ah oui. Quand ils font des recettes, l'argent va directement au trésor public. Ah oui, ce n'est plus comme avant. Comment est-ce qu'on peut gérer une télévision quand elle n'est pas une société en bonne et due forme? De cette façon, Michel. Est-ce que ce n'est pas tout le problème? Non, vous voyez, vous parlez de 400 millions par an. Pour le budget. C'est normal qu'on nous donne alors 100 millions, l'aide de l'État à la presse. On comprend aisément. Moi, j'ai honte de parler de la télévision nationale, la TVT. La vitrine du pays. Aujourd'hui, si vous sortez dans les rues, vous interrogez une dizaine de nos concitoyens, peut-être 7 vous diront qu'ils ne pensent pas que la TVT soit l'église ou la mosquée au milieu du village. Oui, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans leur télévision nationale. Et c'est normal par rapport à la manière dont... C'est pas normal. Non, je suis en train, excuse-moi bien, par rapport à la manière dont la télévision nationale est orientée, c'est normal que les gens ne se reconnaissent pas dans cette télévision. Qui est leur télévision? La télévision à nous tous. Parce que on a l'impression à un moment donné que la télévision nationale, c'est au maître des politiques. Parce que quand le ministère du Tourisme fait des efforts pour promouvoir le tourisme local, mais c'est à partir de quel canal on peut diffuser ça? La télévision togolaise. Mais pour que les Togolais connaissent très bien Yoto, découvrent les bons coins de Yoto, ou de comment on l'appelle, Tablego, ou de Kanté, ou de Defalé, ou de, je ne sais pas, Kerenkouka, c'est à travers
la télévision nationale. Et il y a des occasions pour ça. Les fêtes nationales, par exemple. Il faut que la télévision... Vous parlez de la production locale. Oui, reste pendant une semaine dans cette localité. Pour comment le quotidien. Quels sont les sites touristiques, tout ça là. Est-ce que on balaye une seule journée? Mais il n'y a pas le moyen, justement, c'est ça le Justement, pourquoi il ne doit pas avoir les moyens? Il faut qu'on se pose cette question. Bon, s'il n'a pas les moyens, pourquoi ils sont obligés de tourner 24 heures sur 24. Ça, moi, je ne veux même pas arriver à ce niveau. On demande que la télévision soit mutée en office. Les gens, il y a des réticences. Non, même, on a quitté même le stade office dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, RTI, c'est une société. Vous voyez nos confrères qui travaillent là-bas, les animateurs. Ah, ça, c'est le débat. En plein direct, les caméras tombent en panne. En plein direct? Oui, c'est des magiciens, nos amis qui travaillent là-bas. Ils sont obligés de courir de gauche à droite pour sauver la situation. Mais personne ne voit. Nous, on est derrière, devant nos écrans. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Vous voyez? Quand une télévision nationale fonctionne, et au même moment, vous voyez l'État dépenser des milliards dans des conneries. Excusez-moi. On remet l'argent à des individus qui ne rendent pas compte. Oui. Et que notre télévision nationale soit dans tête d'État. Hein? Vous voyez, quand ils tiennent leur matériel pour la couverture, la TVT, vous voyez leur matériel, vous regardez bien. Oui, c'est bien sûr. Hein? Regardez aussi ceux qui sont venus pour le reportage. Tu lis la misère dans leurs yeux. Mais pourquoi? Alors que quand nos confrères, tu parles de RTI, très bien, parce que c'est une chaîne que je suis quotidiennement. Tu vois comment les animateurs, je ne sais pas comment on les traite, mais ça dit que tu sens, quand ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Tu sens qu'ils ont le métier en main. Ils sont à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout là-bas. Ils nous dépassent. Mais ils nous dépassent en quoi? Ah oui. Ils ont les mêmes ingénieurs, formés dans les mêmes écoles que nos ingénieurs de la TVT. Tu reproches quoi à nos confrères qui sont là-bas? C'est des gens qui sont bien formés, qui ont de la matière. Mais quand ils n'ont pas de moyens, les caméramans, quand ils n'ont pas de moyens, ils vont faire comment? Mais puisque personne ne veut, les ministres se succèdent, mais personne ne prend ses responsabilités. Mais, moindre chose, on court derrière eux pour faire ceci, pour les cogner dans la tête qu'ils n'ont pas fait ceci. Mais c'est quand même bizarre qu'on nous dit aujourd'hui que la télévision nationale verse ses recettes au trésor, alors qu'il y a des besoins sur le terrain. À ce que je sache, il y a un agent de l'auteur collé. Oui, bien sûr. Avant, c'était le trésor. Il y avait un trésorier, en tout cas un agent du trésor public collé. Donc, les 5 francs qui défilent, il les visite d'abord. Donc, vous voyez, c'est pour dire tout simplement à un moment donné que nous avons, au niveau de l'État, nous avons il faut qu'on change de paradigme au niveau de l'État. Il y a des priorités. La télévision nationale, on doit, d'ailleurs même le local, quand vous rentrez, le local. Entre-temps, on était en train de construire un nouveau local. À un moment donné, on ne sait pas qui sauf que les gens ont disparu. Ceux qui ont en charge de ça, ils sont partis. Où? Non, vous voyez, c'est ça qui décourage certains Togolais à un moment donné. Quand la rigueur, quand il manque de rigueur dans la gestion des affaires. Parce que, excusez-moi, il ne faut pas que je revienne, ça me rappelle des vieux dossiers où les gens, en tout cas nous estimons que les gens ont encore des milliards de l'État avec eux. Mais ils ne sont pas inquiétés. Et ils sont au premier rang. Oui. Ils sont là, quand les hautes autorités sont là, ils sont là. Alors qu'on les soupçonne, ils ont les mains souillées. Mais ils sont là. Comment on peut arriver à donner, vous allez voir, quand Miss va arriver, Miss Togo va arriver bientôt. Oui. En août, le mois prochain. On va mobiliser toute une nuit la télévision nationale. Mais non. Abbassi Issaka, il faut que l'État trouve les moyens à notre télévision. Il faut que la télévision se modernise véritablement aussi. Comme ce qu'on voit ailleurs. Les chaînes africaines, nous sommes sur des bouquets, mais quand vous captez les chaînes africaines, même quand photo. La télévision togolaise sur satellite, quand vous captez TVT sur satellite, vous voyez l'image que ça donne. Vous voudrez mieux d'être sur capter ça en antenne locale pour mieux suivre ça. Et ça fait que l'image, ça ternit l'image du pays. Si on n'est pas capable d'aller sur satellite, on dit que c'est une obligation de la sous-région. On est allé, comme mettre les moyens pour permettre à la TVT d'être
à la hauteur des autres télévisions que nous concurrençons. Parce que après tout, quand vous êtes sur satellite, c'est que c'est une concurrence. Et à partir de ce satellite, vous pouvez avoir des publicités de l'extérieur, puisque vous allez voir aussi des publicités qui font que vous allez, et les gens veulent démarcher à l'extérieur et passent par vous pour le faire. Mais du moment où, depuis qu'on a parlé de la numérisation de la TVT, c'est au moment qu'on a commencé même par avoir des problèmes. On dit qu'on devait construire quelque chose au niveau de à côté de l'OTR ici. GTA ici, depuis là, ça est là. Les gens sont là, ils ont bouffé les sous. En temps, la presse en avait parlé et personne ne réagit. Jusqu'à ce jour, on ne réagit pas. Et quand vous allez dans les locaux de la télévision là-bas, c'est pitoyable. Le matériel avec lequel ils travaillent, même les caméras, c'est dégueulasse. Un jour, nous, on était en voyage, mais la caméra que notre reporter avait de la TVT, on nous avait bloqué au niveau de l'aéroport parce qu'on disait que la caméra avait des choses qu'on reprochait que c'est peut-être l'armée qui l'utilise. C'est tellement vieux. C'est tellement vieux et que il y avait des choses, des sondes qui faisaient, parce qu'ils ont fait leur truc là-bas et ils ont constaté que ça, ce n'est pas une caméra nouvelle et qui est utilisée par l'armée, donc on ne peut pas passer avec cette caméra-là. C'était au Canada. Et on a eu des problèmes. On a dû leur expliquer avant de nous laisser passer. Là, on a dit que dans le camp, il y a les militaires qui sont au niveau de la TVT qui font la garde. Certainement que c'est ça qui a fait qu'il y a ces genres de choses. Donc aujourd'hui, il urge de changer le matériel. Vous avez menti aux Blancs là-bas au Canada pour faire passer la caméra. Parce qu'on en a une mission et c'était sur eux. Donc le problème aujourd'hui, c'est de doter, ou bien de faire de telle sorte que la télévision puisse se transformer complètement en office. On ne peut pas se permettre de dire qu'une télévision nationale d'État dont les contribuables contribuent à son développement et qui n'est même pas encore en office, ni même en société, on le soumet à un agent de l'OTR. Parce qu'il y a des publicités qui tombent, il faudrait que l'OTR puisse aussi avoir ses fonds. Et que les fonds sont logés. Pourquoi est-ce que l'OTR ne fait pas de même par rapport aux forces armées togolaises? Parce que aussi, ils ont de l'argent. Vous voyez les agents postés au niveau des banques, des sociétés, ils font la garde. Est-ce que cet argent-là, on le verse aussi au trésor public? On va vous dire que ça, c'est autre chose. Mais ici, le problème qui se pose, là, il faut faire de telle sorte que la TVT ait les moyens, comme les autres. Si on ne peut pas donner au moins 3 ou 4 milliards, qu'on leur donne au moins 5 milliards pour leur permettre de vivre. Parce que quand Michel l'a relevé tout à l'heure, il faut les voir sur les lieux de reportage. Alors que la télévision, c'est par elle que tout le monde passe pour passer son message. Même le chef de l'État, avant de faire son discours à la nation, par où il passe, on mobilise la télévision nationale, il fait le discours en direct. S'il n'y avait pas de télévision nationale, la TVT, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, le débat là, c'est pour attirer l'attention des gouvernants, pour qu'on puisse prendre soin de la télévision nationale. Oui, elle a sérieusement de problème. Il faut qu'on s'intéresse à elle aussi. Oui, bien évidemment. Il y a d'abord le matériel technique qui est d'une vétusté hors pair. Et vous avez même des mobiliers de bureau qui, ma foi, ne sont plus de vrais mobiliers de bureau. La dernière fois, moi, j'ai eu honte quand le 19 juin 2018 à 14h59, la TVT nous envoie une image où il y a quelqu'un qui est assis sur un siège abîmé, sur satellite. Et il a fallu, à la faveur d'une publicité, redisposer les gens autour du plateau pour qu'on ne puisse pas constater que la siège était abîmée. Non, quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de façon... Vous avez des pincements au cœur. Vous vous dites, mais est-ce que je suis en face d'une télévision ou est-ce que je suis en face d'une chaîne nationale? Parce qu'il y a des choses qui me tiennent pas. Regardez le plateau de la TVT qu'il y a eu en plein mondial. Mais c'était une honte nationale. Mais on ne peut pas se permettre cela au XXIe siècle. Avec des gens comme s'ils étaient dans un cabaret ou étaient au bar en train de prendre du touk, avec de petits trucs devant et tout. On va pas exagérer aussi. Hein. Oui, mais non, mais écoute Eric, si vous n'avez pas, c'est ce que je dis, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, essayez de ne pas faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre cela au XXIe siècle. Si les gens n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils doivent faire, dites aux gens, si vous ne nous donnez pas les moyens de faire ce travail, nous ne pouvons pas le faire convenablement. Donc, disons donc au gouvernement, au ministre, Guy Madié Lorenzo, c'est lui le patron quand même. Oui, aujourd'hui, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités.
responsabilité devant cette situation. Travaille dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer Parfait. à faire de la télé comme on le fait à la TVT. Non, il va prendre ses Une responsabilités minute. en combien de temps? Il en a combien au gouvernement pour tout le temps qui est passé là? Oui, bien sûr. Sinon pas, si moi je me dis que ça dépasse même Le ministre. Le ministre. Donc, il y Il a que faut le président. le président, le premier ministre et le chef de l'État. Je me demande, est-ce qu'on les fait de bons rapports par rapport à la situation de ces boîtes-là? Mais ils sont censés suivre quand même la télévision. Oui, Ils feront vous le savez, même constat que nous. Mais vous savez, je vais vous dire ceci. Moi, rares sont les matchs que j'ai suivis à la TVT. Moi, je suis obligé d'aller sur... Canal. Non, moi, je n'ai pas Canal. Moi, j'ai la Strong. grosse... Voilà. Donc, je prends RTI, où les images sont plus intéressantes. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que quand vous prenez les images de RTI, vous prenez les images de TVT, on dirait qu'il y a funérailles à TVT. Ça dit que c'est des images qui ne sont pas agréables. Oui, mais à 13 voir. milliards, 400 millions, il n'y a pas photo. Voilà, donc je ne suis pas en train de dire que c'est nos confrères qui sont là-bas qui font mal. Non, mais c'est on ne dit pas ça. le matériel Oui. technique qui les manque cruellement. Quand l'on parlait du plateau de Coupe du Monde, mais quand tu as eu la chance, de visiter certains plateaux et tu viens à la TVT, non, tu vas baisser la tête. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons parler politique avec d'abord ce fait qui s'est produit jeudi passé à Pia, pendant les Evala, à Tchadam Zewa, à Tchadam Dewa. Le confrère Nouvelle Opinion parle ce matin d'une utile polémique pour dévier les Togolais de l'essentiel. Il y a une réaction également de la direction de la communication sur le sujet. Et l'homme, vous étiez dans la zone ces derniers jours. Que s'est-il passé réellement à Kara? À Pia précisément, je veux dire. Bon, comme la vidéo l'a montré, bon maintenant, moi je n'aimerais pas faire trop de commentaires à propos parce que je pense que chaque peuple a sa culture, toutes les ethnies ont leur tradition et ils relèvent, enfin on ne maîtrise pas forcément la tradition d'une ethnie ou de l'autre, la culture de tel ou de tel. Et moi j'ai constaté, comme les gens ont constaté, qu'il y a eu une chanson, etc. Et maintenant, bon, pourquoi en faire une polémique? Moi je ne sais pas personnellement, les gens sont libres de faire la chanson qu'ils veulent. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi. On se rappelle d'une marche organisée où on a dit fort achat, excusez-moi, mais ça n'a rien. Enfin, on n'a pas eu les gens n'ont pas condamné cela, les gens n'ont pas vilipendé cela. Et maintenant, s'il y a une chanson par rapport à Tchadam aussi, bon, moi je pense quand même que c'est quelque chose qu'il faut pas trop tenir comme actualité. Il y a beaucoup de choses plus sérieuses dont on doit parler que de pouvoir s'accrocher à cela, et comme on constate aujourd'hui de levée de bouclier autour de cette chanson. Oui, c'est vrai. Il y a une levée de bouclier terrible autour de cette affaire. Voilà, moi je voudrais quand même qu'on parle d'autre chose. Je ne voudrais pas trop commenter. Et je pense qu'il y a des choses plus sérieuses dont on doit débattre. Et comme le confrère Nouvelle Opinion, je le disais, l'écrivait ce matin, inutile polémique pour dévier les Togolais de l'essentiel. Le quotidien Liberté parle même de scandale, le scandale à Pia, la présidence légitime, l'intrusion de la politique au cœur des événements culturels. Est-ce que c'est ça, la politique au centre ou finalement qui crée l'intrusion dans le culturel? Michel? Et c'est jeudi passé que les gens constatent ça. Ah, c'est monnaie courante? Moi, je suis sur la même longueur d'onde que l'homme. C'est des inutilités, les gens ramassent pour nous faire boire. On ne va pas boire des trucs comme ça. Vous voyez, dans les années 92, on chantait. C'est-à-dire, quand Barcelone joue là, les Catalans là, vous savez ce qu'ils font dans les tribunes, que les gens ne nous distraient pas. Alors, qu'on veut prendre à Tchadam comme un extraterrestre, je ne sais pas. Dans les années 92, on chantait pour Kodjuro, contre Kodjuro, on chantait contre Kofigo. Les gens disaient quoi à l'époque? Lors des Evala, moi j'étais là, personne ne m'a compté. J'étais là. Et depuis ce temps, depuis les mouvances, c'est vrai que un peu avant les mouvances démocratiques, vous savez, les chanteurs de chacun, ils se lançaient des pics. Oui, des railleries. Voilà. Mais quand les mouvances ont commencé avec tout ce que les gens ont connu à l'époque,
Maintenant, ça, on a glissé un peu, bon, et maintenant, on se gratigne par rapport à la politique. De les années 92 jusqu'à maintenant, chaque année, on trouve quelque chose pour... Mais c'est vrai que, bon, c'est peut-être certain, tout le monde n'est pas partisan de ce genre de trucs, mais il y a certains qui trouvent bien le dire, chanter comme ça. Même, et puis, ça n'intéresse personne. J'ai été surpris, désagréablement bien sûr, que des gens vraiment... Ça comme toute une histoire. Une histoire qui compte aux gens pour... non, c'est des mesquineries. Oui, moi, je ne tiens même pas compte de... La vidéo montrait justement les invités, les membres du gouvernement, le président un petit peu souriant à la suite de... Mais puisqu'ils chantaient, ils étaient sur eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas ça en réalité beaucoup plus quand même qui crée la polémique? Mais attendez, quand ils chantaient là, vous voulez que les chefs d'État et les autres là, qu'ils pleurent avant que les gens... Non, je n'ai pas dit ça. Non, pourquoi tu dis qu'ils souriaient? Oui, bien sûr, non, ça c'est un fait. Vous avez suivi la vidéo. Bon, voilà. Vous étiez même témoin. Moi, voilà. Donc, c'est des trucs... Chaque année, il y a un truc comme ça. D'accord. Hein? Vous voyez, même ceux qui chantaient à Tchadam Zewala, vous savez la couleur qu'ils portaient? Oui, le rouge. C'est le rouge. Mais alors, normalement, c'est... D'accord. Oui, Abbas. Moi, je considérais ça. Quand j'ai vu le match, premièrement, la vidéo, je n'ai même pas pris importance parce que c'est de leur habitude. Dans un pays kabyle, s'il y a ce genre de lutte, c'est dans les habitudes. Et vous avez vu comment le PNP même a banalisé cette situation. Oui, au cours de leur réunion samedi dernier, les responsables du PNP ils ont banalisé ça. Ils n'ont même pas évoqué ça en cours à l'ordre du jour. C'est quelqu'un qui a posé la question. Ils ont dit non, ce n'est pas la peine même qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Parce que ils ont compris. Au niveau du PNP, on savait que c'est ça qui se passe à chaque fois. Et Yadema a été victime même de ces chansons-là. Voilà. Même Fort est victime de ces chansons lors de ces événements-là. Donc c'est une culture. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est à Tchadam que... Même Dakou Péré, quand Dakou Péré a quitté le RPT, je ne voulais pas parler du chef de l'État, puisque chaque matin, il y a des chansons pour lui. Donc c'est pourquoi je n'ai pas... Mais Péré, on l'a fait pendant longtemps. Donc, moi, ce n'est pas quand vous êtes vraiment, vous comprenez ce qui se passe là-bas, vous n'allez même pas. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien dans tout ça. C'est pourquoi ils prennent ça comme des histoires de chacun a sa culture et la culture là-bas, c'est comme ça. C'est comme ça les cantons, lorsqu'il y a quelque chose comme ça, ils se chambrent, ils se tangent, et dans une amicalité. Ce n'est pas que les gens doivent prendre ça encore pour distraire. Moi, je dis que ce commentaire... Sauf que le contexte actuel est un peu différent. Le contexte actuel n'est pas différent de ce qu'on a vécu dans les années 90. C'est faux. Ce n'est pas différent. C'est comme ça, les choses ont évolué. Avant même les années 90, il s'est changé ce genre de choses. Mais quand 90 est arrivé avec le mouvement démocratique, à leur niveau, au niveau d'un pays qui avait les chansons là ont changé pour venir même sur la politique. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire qu'on mélange la politique à la culture traditionnelle. D'abord, nous l'avons déjà dit ici, les fêtes culturelles, traditionnelles au Togo sont déjà politisées à outrance. Tout le monde le sait. Et que même il y a des gens dans des campagnes, dans des localités où il n'y a pas de fêtes traditionnelles, les gens en créent pour leur donner des noms. Parce qu'il y a un homme politique dedans, il veut se faire voir, on passe par là pour créer une fête traditionnelle. On a vu, il y a des fêtes traditionnelles qui ne datent que de 3 ans. Mais on dit que c'est ça, parce que c'est pour se faire voir. Il y a même une année. Il y a une année. Donc d'autres viendront. Donc ça, c'est pas par rapport à ces chansons-là qu'on va nous distraire pour dire qu'on politise les luttes. Au niveau de la lutte traditionnelle en pays kabyle, c'est toujours comme ça. C'est des invectives. Les gens même s'insultent vis-à-vis comme ça des cantons lorsqu'ils arrivent même sur le terrain. Vous croyez qu'ils vont s'en prendre à eux-mêmes, mais c'est dans l'amicalité que ça finit. Et quand ça arrivait la dernière fois et que ça faisait sourire les chefs de l'État, peut-être qu'eux aussi, ils ne s'attendaient même pas à ces chansons parce que c'est des gens qui viennent, ils improvisent. Justement. Pourquoi c'est la seule chanson qu'ils ont... Alors, au-delà de ça... Il y avait eu d'autres.
Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres au même moment. Vous savez, la presse, voilà, on choisit ce qu'on veut quand même. Il y a pour faire d'autres. l'information. C'est ça aussi notre liberté de temps. Et puis on dit que les lutteurs là, qui étaient en rouge là. Oui. Depuis la nuit des temps, c'est leur couleur. Leur couleur. C'est le rouge qu'ils portent à Pia. C'est le rouge qu'ils portent. D'accord. Alors, au-delà de ça, on va rester toujours dans le pays kabien pour parler de cet incident. Vous savez, l'année dernière, il y a eu quand même des bagarres durant ces luttes traditionnelles. À la veille de l'édition 2018, j'ai vu dans un ou deux journaux, si je ne me trompe pas, oui, mais je ne me rappelle plus le nom de ce journal-là, où des lutteurs ou les communautés ont présenté des excuses au chef de l'État par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et que cette année, ils seront beaucoup plus dociles. Mais ce n'est pas totalement ce qu'on a vu, puisque vendredi, il s'est passé quelque chose à la main. Michel, tu es courant? Au cours de la lutte. Oui. Moi, je n'étais pas là-bas. C'était pas à Lama aussi. C'est pas à Lama, c'est où? C'était pas là-bas. Je pense que c'était à Lama, mais moi, je n'y étais pas. C'est à Lama? Oui, oui. Oui. Dans tous les cas... Ça arrive tout le temps, comme oui. ça? Des bagarres entre les lutteurs? Non. Les bagarres, ça arrive, mais pas avec une ampleur... on peut arriver à des bousculades. Non, ce sont des bousculades, ce sont des bagarres. Oui, je n'étais pas là-bas. Au point où le chef de l'État, selon nos informations, le chef de l'État a été amené à partir. Il est parti. Comme l'année dernière. Dans tous les cas, moi j'ai eu à du mal sur Kabylie. Dans tous les cas, j'ai eu à dire. Par exemple, ce que certains de nos confrères ont rapporté, qu'il y a eu, en tout cas, à Landa, les populations ont présenté leurs excuses au chef de l'État. Oui. Moi, ça m'a surpris. Ah bon? Oui, ça m'a surpris. Vous savez, ces genres de situations arrivent dans une certaine mesure par la faute de certains cadres. Leur attitude, leur comportement, c'est ce que je dénonce tout le temps. Ouais. Leur comportement, leur attitude vis-à-vis des populations. Le chef de l'État nomme des gens pour peut-être mener en bien sa politique sur le terrain, garder une bonne relation avec... le chef de l'État n'est pas sur le terrain tout le temps, mais ils le sont. Mais leur attitude, leur comportement, la jeunesse, ou en tout cas une franche partie de la jeunesse... C'est le seul moment d'exprimer leur désaccord. Leur désaccord. Vis-à-vis des responsables. Écoutez... Des cadres, je veux dire. Oui, bon, les occasions, elles sont rares. Oui, celles qu'ils peuvent saisir, ils la saisissent pour s'exprimer. Mais maintenant, vouloir monter, en tout cas pas monter... regrouper des gens pour s'excuser, non, le chef n'a rien fait. Il ne faut pas que ces genres de comportements, c'est ça qui vraiment crée des situations. Vous allez voir avec le temps ce que ça va donner chaud. Que excusez au chef de l'État. Ils se sont mal comportés. Mais qui a fait ça? Pourquoi? C'est qu'il y a des antécédents. Quand les jeunes, la preuve, ce n'est pas tous les cadres qui ont été, comment l'appelle-t-on, chassés ou bien chaud. Ça dépend de votre comportement vis-à-vis de vos concitoyens sur le terrain. C'est pourquoi je dis, nous sommes dans un pays où on ne comprend plus rien parce que quand la cote du chef de l'État baisse sur le terrain, c'est ces assemblées qui vont pour la rehausser. Mais au Togo, c'est le contraire qu'on voit constamment. Les gens créent des problèmes sur le terrain parce qu'ils pensent qu'ils sont la protection du chef de l'État. Mais quand ils ont le problème, c'est le chef de l'État d'aller calmer. Vous voyez, vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Et là, un mot là-dessus. Bon, moi, comme je l'ai dit, je suis pas de la zone. Je constate aussi, comme tout observateur, que cette année, on a signalé des bagarres à certains endroits. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain. Et nous, on y va, on constate aussi, on observe, mais on ne sait pas véritablement au niveau des cantons ce qui se passe jusqu'à ce que, il y ait des heures, des bagarres, etc. On souhaite que ça se passe plutôt bien dans les prochaines années. Et mais c'est une fête culturelle. Pourquoi est-ce que les gens vont être amenés à se bagarrer? C'est pourquoi je vous dis, moi, je ne peux pas expliquer cela au niveau des cantons parce que je ne comprends pas trop comment ça se passe de leur côté. Et c'est à eux seuls de pouvoir s'expliquer. L'année dernière, il y a eu des bagarres à Pia. Cette année, c'était plutôt convivial où on a vu même les lutteurs s'asseoir ensemble
et les rouges et les blancs s'assoient ensemble. Mais bon, alors qu'à Lama, il y a eu des incidents, etc. Bon, c'est quand même déplorable. Et on va voir. Ça veut dire tout simplement, ce que tu dis là, ça veut dire tout simplement les encadreurs, les cadres des deux grands blocs, ça veut dire qu'ils ont eu à faire un travail en amont pour réconcilier. Voilà. Oui, à Pia, Oui. cette année. Ça veut dire que par rapport à l'incident de l'année dernière, peut-être c'était un malentendu, mais c'est chose. Mais ailleurs, les jeunes ne se reconnaissent pas dans les cadres, que ceux qui pensent parler en leur nom, ils ne se reconnaissent pas en eux. Et ça continue comme ça. C'est des gens qui, vraiment, quand ils viennent au village, ils n'ont besoin de personne. Mais vous pensez que c'est à des situations comme ça, les jeunes vont l'applaudir? Non. Non. Abbas, et on passe à un autre sujet. Moi, je me dis que dans ce genre de situation, c'est pas la bagarre, ça peut passer. C'est une fête traditionnelle qui rassemble beaucoup de cantons. Et très souvent, il y a des cantons qui attendent de pied ferme d'autres cantons. Oui, bien sûr. Et quand ça arrive, il suffit d'une moindre petite étincelle et que ça éclate. Et quand les gens commencent par se bagarrer, peut-être qu'on amplifie. Et ça s'arrête là. Donc, c'est que le problème, c'est de travailler les uns et les autres pour que ça n'arrive pas à ce moment-là. Puisque le problème, comme je l'ai dit, des gens s'attendent. J'ai dit, tel canton attend, on s'attend, tel canton. Si vous venez là, il y a problème. Si vous nous provoquez, nous allons vous rentrer dedans, comme ça se fait. Et c'est ce qui arrive des fois dans certains cantons. Les gens profitent en même temps pour amener la bagarre. Et quand ça éclate... Cette adversité, il faut quand même une adversité, la réduire. C'est une adversité complexe. Ce qu'il dit là est très important. C'est-à-dire ça veut dire qu'il y a des antécédents. Oui. C'est la même chose avec certains cadres. Les jeunes les attendent au tournant. Non, laissez les cadres. Non, je vous dis que c'est moi, je suis Kabé. Je sais comment ça se passe. Où ces occasions-là, certains viennent avec des idées. On ne les voit jamais, mais c'est le temps là qu'ils viennent. Mais les jeunes disent, bon, il n'a qu'à venir faire comme l'année dernière, on va voir. Oui, c'est des choses comme ça qui arrivent de temps en temps, malheureusement. Hein. Oui, bien sûr, voilà. C'est pas bien. Ben, écoutez, merci beaucoup à Abbas Issaka. Je voulais qu'on parle maintenant de la coalition des 14 partis. Des informations ont circulé la semaine dernière. Les responsables du parti, non, je veux dire de la coalition, ont essayé tant bien que mal d'étouffer cela, mais elles sont plus insistantes. Hein, et l'homme Mathis Ogbe, est-ce que la coalition a des problèmes aujourd'hui? Parce qu'il y a des meetings qui avaient été prévus la semaine passée. Ils ont reporté ces meetings de sensibilisation sur cette semaine. Alors, on voit quand même que le PNP n'est toujours pas d'accord avec la ANC par rapport à la programmation de ces meetings. Pour le parti de Tikpi Yatadam, on n'a pas besoin d'aller sur le terrain avant la décision de la CEDEAO. C'est une rupture, finalement. Bon, je ne vais pas l'analyser comme cela, mais toujours est-il qu'il y a un problème, un malaise au sein de la coalition. Ça, c'est un vieux dossier. Hein. C'est les gens qui s'amusent à cacher le soleil avec leurs mains. On sait depuis qu'il y a quand même... l'entente n'est pas cordiale entre certains leaders de la coalition. Et aujourd'hui, à force d'écouter les uns les autres, à force de programmer, d'annuler, à force d'avoir des sons de cloche différents, c'est clair que ça ne va pas. C'est pas quand même Alice au pays des merveilles au niveau de la coalition. Et même la coordinatrice, la présidente l'a reconnu en disant que bon... quand vous êtes ensemble, il existe des fois où il y a des querelles, oui. il y a de petites disputes, mais de toutes les façons, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un malaise PNP-ANC et qui quand même n'est pas de nature à susciter une certaine évolution au niveau de cette coalition. Mais aujourd'hui, on constate sur le terrain qu'il y a des tournées de sensibilisation et des tournées nationales que les gens organisent. On ne sait pas si c'est à des fins électorales ou si c'est... Parce que tous les partis sont sur le territoire. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que, et puis à la veille des élections législatives. Oui. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Bon, peut-être que ça dessine en même temps le schéma électoral dans lequel ces partis sont, parce que les gens occupent le terrain d'ores et déjà, mais on ne ment pas, ça vous constatez. Non, il y a des partis qui sont sur le terrain. Le discours même de ces partis, c'est pas des discours qui vont dans le sens de X ou Y, c'est des discours qui vont clairement à peine voiler dans le sens des élections. Et quand les gens disent aujourd'hui qu'il n'y ait pas des réformes, pas d'élections, il avait entendu ce refrain en 2015, avant de déposer leur candidature une minute avant minuit à la CENI. Et ça, on a toujours condamné. Le fait de dire au peuple que non, nous ne voulons pas si vous
marché, pas de réforme, pas d'élection. Et à la dernière minute, nuitamment, les gens vont déposer leur candidature pour venir dire le lendemain que bon, on l'a fait parce que. Et ça, c'est une roublardise. C'est-à-dire, on ne peut pas dire quelque chose au peuple ou à ses militants la veille et le lendemain faire son contraire en disant que bon, mais en 2015, est-ce qu'il y a eu des réformes? Il n'y a pas eu de réforme. Mais on a dit dans une banderole, il a été écrit, bien écrit, noir sur blanc, pas de réforme, pas d'élection. Il n'y a pas eu de réforme, mais les gens sont allés aux élections. Et donc, on se dit, on est parfaitement dans le même contexte aujourd'hui où on dit pas de réforme, etc., pas d'élection, mais les gens se préparent dans les coulisses, quoi. Et il y a même des listes, il y a même des listes qui sont déjà établies dans certaines zones. Dans certaines zones, je veux pas en connaissance de cause. Dans certaines zones, des membres de la coalition, pas des membres au niveau de certains partis de l'opposition, en général, qui ont déjà leur liste de candidats pour les législatives, on dessine déjà le schéma et on attend. Donc, on attend la date. Peut-être on ne sait pas si la CEDEAO va dire on va aux élections. On ne sait pas si la CEDEAO va dire on fait une transition. Donc, on se prépare quand même, on attend. Donc, bon, de toutes les façons, c'est dans la droite ligne d'un parti politique. Le parti politique, c'est pour les élections, c'est pour essayer de gagner. Et donc, il va falloir que réellement on puisse clarifier les choses. Et est-ce que, parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut faire les réformes. Tout le monde est d'accord qu'il faut aujourd'hui emmener les uns les autres à s'entendre sur les réformes, à s'entendre sur des choses qui vont se passer et pour que véritablement on puisse sortir de la crise, puisqu'il y a le rapport de la CVJA qui recommande beaucoup de choses par rapport aux réformes, il y a la CEDEAO dont on attend les recommandations aujourd'hui, mais il va falloir de toutes les façons qu'on puisse aller à des réformes politiques. Maintenant, les élections vont venir, oui, mais les élections vont venir dans la foulée de ces réformes-là qui viendront juste déblayer le terrain et puis restaurer et renforcer les institutions et restaurer l'état de droit. Voilà. Abbas Issaka, c'est vrai que les partis politiques sont presque tous sur le terrain, peut-être pour maintenir la flamme de la contestation, peut-être en attendant les prochains appels des leaders, mais là, aujourd'hui, la coalition ne se porte pas trop bien, selon les informations des confrères. Oui, effectivement. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership. On a comme l'impression que s'il n'y a pas le OK du PNP, les meetings, rien ne va marcher. Parce que ce n'est pas la première fois que le PNP oppose son droit de veto par rapport aux manifestations. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si avant de lancer ces journées de meeting à l'intérieur du pays, est-ce qu'il y a un travail préalable, des réunions préalables avant de donner les dates de ces visiblement, il y a eu des rencontres, mais ils ne sont jamais parvenus à s'entendre sur l'essentiel. Donc maintenant, on a lancé, la semaine passée, ça devait démarrer. On a dû reporter ça sur cette semaine. Je ne suis pas sûr que cette semaine aussi, ça va démarrer parce que j'ai appris que ce matin, ils devaient se rencontrer pour voir dans quelle mesure ils vont démarrer ces gens et voir si ça peut tenir cette semaine. Donc, le problème là, c'est... Bon, selon nos informations, les sentinelles sont sur le terrain depuis jeudi vendredi, en train de préparer le terrain. Mais ceci là, la visite d'abord et puis ce après serait les sensibilisations. Ce serait sans le PNP parce que le PNP dit qu'il faut attendre d'abord la décision qui tombera de la CEDEAO avant de pouvoir entrevoir quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe parce que lors des derniers meetings, on a vu le quoi qui s'est passé entre le PNP et puis l'ANC au niveau de Agoye là-bas. Donc tout ceci là fait que les gens voient en cette C14 des problèmes internes. C'est vrai que quand vous êtes ensemble, vous constituez une coalition avec beaucoup de partis qui ont des visions différentes. Il y a toujours des problèmes, il y a des mésententes. Parce que vous allez retrouver au sein de cette coalition des 14 des gens qui ne se parlent pas mais qui se retrouvent là-bas. Il y a des partis politiques qui ne se parlent pas, qui sont en conflit, mais qui se retrouvent ensemble au sein de la C14. Et qui ont FDR-CAR, c'est ça? FDR-CAR. D'accord. Je voulais juste m'assurer que c'est de ça que vous parlez. Oui, même par FDR-CAR, il y a même certains même qui sont là-bas qui n'ont pas... on ne peut pas les citer, on ne va pas les citer tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de problèmes. Pour nos auditeurs. Non, on va citer ça, on les citera plus tard parce que aujourd'hui, ce n'est pas l'entente qu'il y avait, c'est parce qu'il faut maintenir la cohésion, la flamme sociale qu'on tait. C'est pour cela que quand quelqu'un veut parler un peu de la coalition pour la redresser, on dit pourquoi
vous allez parler mal de la coalition parce que nous sommes en lutte, en période de lutte. Il ne faut même pas chercher à dire qu'il y a des problèmes au sein de la coalition. Or, si on ne dénonce pas ces problèmes, ça ne va même pas s'arranger. Ça va continuer en interne et ça s'éclatera. Pour le moment, il y a certains même qui disent qu'ils attendent même au sein de la coalition, qu'ils attendent la décision de la CEDEAO le 31 pour prendre leur position, leur distance. Ah. Ouais. Michel Sadia, quel est votre commentaire par rapport à ce nouveau tour de passe-passe au niveau de la C14? Non, vous savez, si vous avez une plaie, vous pouvez la cacher pendant longtemps, mais un jour ou l'autre, on saura qu'il y a une plaie qui vous gêne. Je pense que nous avons, pendant des mois, soulevé le fait que... Mais en même temps, on se pose la question, pourquoi ça intéresse tant l'opinion ou la presse, cette division au sein de la coalition? Puisque c'était qui cela profite-t-il? Non, puisque c'était une alliance contre nature. Les gens se sont griffés juste après le 19 août. Les gens sont venus précipitamment autour d'Achadam pour monter une coalition qui, quand vous les prenez individuellement, ils ont des idéologies qui ne se rapprochent même pas. Bon, c'est pourquoi on disait que c'était un panier à fourre-tout, où on retrouve des gens, des anciens adversaires, des anciens ennemis. Quand vous prenez par exemple le Carrel et FDR qui sont dans la coalition, vous pensez que les deux là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de si bon pendant longtemps? Visiblement, ils s'entendent bien. Bon, c'est la politique. Vous savez, en politique, on cultive toujours le pragmatisme. Peut-être c'est dans cette logique qu'ils sont. Sinon, en réalité, tout le monde savait que tôt ou tard, la manière dont la fougue avec laquelle, ou bien la percée d'Achadam, au-delà du fait qu'on fait semblant de s'acoquiner autour de lui pour essayer de continuer à entretenir la flamme de la contestation, mais il y a des grincements de dents de part et d'autre. Et on le savait. Et aujourd'hui, Dieu merci, ceux qui étaient... Parce qu'il y a des confrères qui sont venus sur nous. On a fait débat, ils nous ont ailleurs aussi. Ils disent c'est où, on a vu quelle fissure, quel problème il y a. Ils sont... Voilà. Aujourd'hui, c'est clair, avec le communiqué pondu par le PNP, qui se désolidarise de leur meeting, en tout cas de la participation de ce parti, on se rend compte finalement que les choses sont claires aujourd'hui, qu'il y a une divergence de vues dans la conduite de la coalition. Et nous allons essayer de voir les jours à venir comment ça va se passer. Quand vous prenez la position de Achadam du PNP, je la trouve normale, parce que les manifestations à ce jour, ça sert à quoi? Vous avez échoué à vous entendre avec le parti au pouvoir. Vous avez échoué à chasser Faure Gnassingbé par la rue. Il reste quoi? C'est de s'en tenir à ce que la CEDEAO va amener ici comme feuille de route. Et s'il faut encore aller encore sur le terrain, peut-être, je ne sais pas, c'est Elom. Peut-être pour préparer les esprits pour les prochaines élections. Je ne sais pas, c'est Elom ou bien Issa Kaba, c'est ça qui parlait. Je pense que c'est peut-être dans la logique de ça qu'ils sont. Sinon, je trouve que ce que Achadam propose, attendant la feuille de route de la CEDEAO, et on verra. Mais si les autres trouvent que ça peut les coûter cher et que c'est l'occasion ou jamais d'être encore sur le terrain, en tout cas, les jours à venir nous le diront. Il faut attendre la CEDEAO. Et l'homme, aujourd'hui, c'est le 16. Plus que quelques jours. Et puis, on aura véritablement 14 jours. On saura véritablement ce que la CEDEAO va dire à la classe politique togolaise pour qu'on puisse véritablement finir avec cette crise qui n'a que trop duré. Très bien. Abbas, c'est ça? Oui, je pense que comme on a été... nous-mêmes, on n'a pas su gérer notre crise et qu'on demande à quelqu'un d'autre de venir nous trouver une solution, mais la solution sera trouvée et on sera tous ensemble obligés d'être derrière cette solution, parce que si on dit aujourd'hui faites ceci et que vous dites non, que ça ne nous agrée pas, dans tous les cas, la CEDEAO ne viendra pas proposer une décision qui sera en dehors des tests constitutionnels de notre pays. Elle ne va pas inventer une décision à venir. Donc elle va se conformer à la loi de notre pays pour nous proposer quelque chose qui puisse nous sortir de la crise.
Mais si dans ça, certains disent que non, qu'on n'a pas pris une décision qui va en ma faveur, c'est que la personne est en train... Et puis, mais je suis en train de dire que je suis très, très... complexé quand les gens disent que nous mettons en garde la CEDEAO, parce que cette mise en garde là, ça va... Mais est-ce que ce n'est pas juste une forme de pression? Non, comment vous allez mettre une pression sur quelqu'un que vous avez dit, vous-même vous n'avez pas su régler vos problèmes, et vous mettez la pression sur lui pour dire qu'il faut prendre une décision qui va en ma faveur. Mais la CEDEAO dit, il y a Alpha Condé qui avait dit en tant que nous ne sommes là pour personne, nous sommes là pour travailler, pour faire sortir le pays là de la crise. On ne travaille ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Donc que les gens attendent d'abord, avant de faire des mises en garde. D'accord, très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Michel Tchadian, le patron du journal Ouara, les vainqueurs dans les kiosques le jeudi. Jeudi prochain, on vous retrouvera dans les kiosques. Merci à Abbas Isaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Mania Libéré, mercredi dans les kiosques. Et l'homme Mathis Ogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune, jeudi prochain aussi dans les kiosques. Oui. Merci à Diab Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi, c'est Henri Gaton. À demain.